Avec notre invitée, chère Christine, que vous pouvez interroger, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Vous êtes avec Fergan Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité, paru aux éditions de La Cité. Je vais laisser dans un instant la main à Gabriel Cluzel pour interroger notre invitée. On aura Françoise qui nous appelle de Vendée, qui veut interpeller notre invitée. D'abord, le résumé de son livre, L'Islam contre la modernité, un livre qui analyse le conflit idéologique entre l'islam politique et les principes fondamentaux de la modernité occidentale, liberté individuelle, égalité femmes-hommes, primauté de la raison et de séparation du religieux et du politique. Et l'auteur qui soutient que le problème n'est pas culturel mais doctrinal et qu'il ne peut être résolu par le déni ou l'euphémisme. Gabriel Cluzel, je vous laisse avec notre invité Fergan Aziari. Oui, c'est un livre, je précise, très intéressant, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Du reste, ça se voit parce que j'ai plein de petits signets dans mon bouquin. Donc vraiment, je le recommande. Alors, je vais peut-être commencer par une phrase que vous écrivez et qui m'a frappée. Je vais vous demander de la commenter. Vous commencez par une citation de Pascal, extrêmement célèbre. Le nez de Cléopâtre, s'il lui était plus court, toute la face de la terre aurait été changée. Et vous dites, vous écrivez, souhaitons à nos amis musulmans qu'ils se demandent à leur tour à quoi ressemblerait notre monde si Mahomet n'avait jamais quitté sa grotte. Qu'entendez-vous par là ? Alors merci déjà pour votre invitation. Alors je parle en effet de cette uchronie. Que serait l'Orient aujourd'hui si Mahomet n'avait jamais quitté sa grotte, si la prédication de Mahomet avait échoué, et pourquoi je parle de ça ? Je parle de ça parce que je me suis rendu compte que la propagande musulmane prétend que l'islam serait né dans une espèce de désert arriéré, putride, une Arabie polythéiste, idolâtre. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté de la part des historiens musulmans de dévaloriser l'héritage des sociétés pré-islamiques pour mieux insister sur les prétendus apports de l'islam à la civilisation, conformément à un schéma colonial assez classique. Les musulmans n'ont pas été les premiers à faire ça, ils ne sont pas non plus les derniers à le faire. Toutefois, cette réécriture de l'histoire, je l'explique, a eu un effet dévastateur dans la région parce qu'elle a entretenu chez les musulmans un profond mépris pour l'histoire de leurs ancêtres avant l'islam. Et ce mépris, je l'illustre par exemple par le fait que quand vous prenez les plus beaux vestiges des civilisations anciennes qu'on retrouve en Afrique du Nord, au Proche-Orient, en Mésopotamie, tout à fait, au Liban, Palmyre en Syrie, Pétra en Jordanie, on se rend compte que ces vestiges ont toujours été exhumés par des archéologues européens, étrangers, là où les musulmans natifs se sont très peu pressés, en tout cas, pour étudier ces monuments. Ce qui montre en effet qu'il y a eu un profond désintérêt pour l'histoire des sociétés pré-islamiques, une profonde ignorance qui, je l'ai dit, a eu un effet dévastateur parce qu'elle a fini par persuader les musulmans que l'islam était la meilleure chose qui pouvait arriver à la région. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce préjugé s'est aussi diffusé dans la littérature occidentale. J'évoque par exemple le cas de Napoléon, qui crédite Mahomet d'avoir civilisé des Arabes qui étaient supposément barbares et idolâtres, alors même qu'on sait que l'Arabie était avant l'islam plutôt acquise au judaïsme et au christianisme. De même, Voltaire qui disait que si le Coran est un livre mauvais pour notre époque, il était excellent pour ses contemporains. Donc cette dévalorisation... Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité sur Europe 1. Ce que vous reprochez, ou en tout cas le grief que vous faites, c'est que, semble-t-il, c'est de ne pas s'être imprégné des autres cultures, comme par exemple les Romains ont su le faire avec les Grecs, les Gaulois avec les Latins. Il n'y a pas de curiosité pour les autres cultures et vous voyez en cela un défaut majeur qui a empêché d'accéder à la modernité. Évidemment. Disons qu'il y a un moindre intérêt pour ces cultures-là. Il n'y a pas une indifférence totale, mais en tout cas un grand désintérêt. Je prends l'exemple de la langue, par exemple. L'islam s'est installé dès les premiers siècles de son expansion dans des pays où des langues de culture comme le grec, le syriaque, le latin étaient solidement implantées. En Égypte, en Syrie, en Afrique du Nord, en Espagne, on remarque que les musulmans n'ont jamais ressenti le besoin d'apprendre ces langues, contrairement à ces peuples germaniques qui débarquent dans l'Empire romain d'Occident et qui s'approprient quand même une bonne partie du patrimoine de l'Empire romain d'Occident. Et donc, ce mépris a contribué aussi à dévaloriser l'héritage du Proche-Orient. Et moi, je rappelle en effet que le Proche-Orient n'a pas attendu l'islam pour être un grand foyer de science et de culture. L'islam débarque au 7e siècle à l'intérieur de l'un des plus vieux carrefours de peuples civilisés qui soient au monde, pour reprendre l'expression de Fernand Braudel, excusez-moi. Et donc la question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'une religion qui partait avec autant de privilèges,
autant d'atouts, autant d'avantages et connu une trajectoire aussi tragique. Oui, alors vous évoquez de nombreux sujets et moi ce qui me frappe c'est que vous osez, pardon, j'ai trouvé votre bouquin incroyable parce que vous osez finalement critiquer l'islam. On se rend compte dans vos textes, vous citez de nombreux auteurs, il y a Malraux, Renan, Montesquieu, Voltaire et bien d'autres, qu'on avait le droit de le faire autrefois, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on ne le fait plus en Occident, qu'il y a même un préjugé favorable qui est admis par tous. Est-ce que c'est pour des raisons idéologiques? Est-ce que c'est pour des raisons électorales? Comment l'analysez-vous? Fergan Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité aux éditions de la Cité, en direct sur Europe 1, qui va répondre à la question. Ensuite Éric Tegner et ensuite Françoise qui nous appelle de Vendée. C'est une excellente question, Gabriel Cluzel. Il y a des raisons évidemment idéologiques et électorales. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en effet, la France, qui se réclame des Lumières, de Voltaire, a manifesté à l'égard de sa religion historique une plus grande intransigeance, en tout cas une intransigeance bien plus grande que celle qu'elle manifeste aujourd'hui à l'égard d'une religion qui, de mon point de vue, est beaucoup plus dangereuse. Quand on se replonge dans la littérature, notamment 18e, celle des Lumières, on est parfois frappé par la virulence des critiques qui étaient certes à l'époque adressées au christianisme, mais aussi à l'islam. Diderot, par exemple, n'hésitait pas à qualifier Mahomet du plus grand ennemi que la raison ait eu. Où serait-il aujourd'hui classé sur l'échiquier politique s'il ressuscitait? Et regardez l'état de nos débats. Donc oui, il y a une forme, en effet, d'électoralisme. Il y a une forme de culpabilité post-coloniale, une culpabilité hémiplégique, c'est-à-dire que après la chute des empires coloniaux, les Occidentaux se sont persuadés qu'ils étaient les dépositaires de l'ensemble des vices de l'humanité, ce qui a contribué à affaiblir la critique des religions et des traditions étrangères. Et il y a aussi, je crois, une forme de condescendance, il faut le dire, à l'égard des musulmans, c'est-à-dire cette propension à considérer finalement que l'autre n'est pas capable de s'élever au même standard que nous. C'est-à-dire qu'on s'applique à nous une espèce de raison critique. Non, mais c'est très fin et c'est très vrai comme analyse. Excusez-moi, je vous interromps parce qu'on va prendre... C'est très intéressant, on continue, mais on va prendre Françoise qui nous appelle de Vendée. Bonjour Françoise. Vous êtes en train de lire le livre de Fergan Aziari, L'Islam contre la modernité aux éditions de la Cité. Qu'avez-vous envie de lui poser comme question, Françoise? Écoutez, bonjour à tous. Bonjour. Je suis ravie de vous parler, Christine, et à Gabriel. J'écoute toujours vos émissions. Je suis ravie. Merci. J'ai trouvé avec M. Aziari quelqu'un qui répond aux questions que je me pose depuis très longtemps, parce que je suis une ancienne historienne. Et je me dis toujours, mais comment se fait-il qu'il n'y a que l'Occident qui a réussi à se développer pareillement, technologie, les droits de l'homme et tout ça, alors que je pense que tous les autres pays avaient aussi des capacités comme nous. Et en fait, j'ai fini par comprendre que nous étions dans une grande liberté, que la religion chrétienne catholique nous donne cette liberté de penser, cette liberté d'entreprendre, cette liberté de croire ou ne pas croire, alors que je trouve effectivement, je lis beaucoup de livres sur l'islam, je trouve que c'est une religion qui corsette, qui enferme, et en fait, ils n'ont plus le droit ou la possibilité d'aller voir ailleurs comment ça se passe. Et moi, je trouve que son livre est très intéressant parce qu'il se situe au niveau intellectuel, c'est-à-dire que tout ce qui avait été avant a été effacé par l'islam. En fait, tout existait avant, ça a été effacé, et comment faire et comment dire que cette religion a réussi à tout casser et à s'implanter. Moi, je pense que c'est par la terreur, que c'est par la peur. Ils font peur, ils mettent la terreur. Et ils ont réussi à mettre comme ça tout leur... Merci. Merci pour cette fine analyse, ma chère Françoise. Vous dites qu'effectivement, ce livre de Fergan Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité, répond aux questions que vous vous posez. Et je vous redonne la main, Gabriel Cluzel, pour interroger notre invité sur le fait que, j'aime bien ce que vous disiez, sur la condescendance à l'égard des musulmans, Fergan Aziari. D'abord, une question d'Éric Tegner en direct sur Europe. Oui, il y a une séquence sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup parler Fergan Aziari lors d'un débat face à Sibeth Ndiaye, où vous lui avez rappelé la question de la traite arabo-musulmane et que finalement, sans l'intervention des peuples occidentaux, cette traite ne se serait pas arrêtée. Qu'est-ce qu'il en est réellement ? Incroyable échange.
Alors, moi, je me suis contenté de rappeler des faits basiques qui, hélas, ne sont pas vraiment enseignés à Mais c'est pour ça que l'école. l'échange est fort. D'ailleurs, Madame Sibeth Ndiaye a été très sympathique. C'était un échange très cordial du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que malheureusement, le conformisme idéologique qui règne aujourd'hui fait que certains faits, pourtant élémentaires, sont aujourd'hui très très peu connus. Bon, le fait est que l'esclavage est une institution infâme qui a été pratiquée par toutes les cultures et toutes les sociétés. Les Occidentaux n'ont pas échappé à cette institution, les musulmans non plus, à la différence près, malheureusement, que les musulmans n'ont jamais été capables de contester cette institution. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée des Européens, on ne recense pas dans le monde musulman un discours abolitionniste, il n'y a pas de critique interne, alors même que l'islam naît, je le rappelle, 3 siècles après le premier réquisitoire contre l'esclavage que l'on recense dans la littérature mondiale par Grégoire de Nice, un père de l'Église, au IVe siècle après Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, l'équivalent de cette controverse de Valladolid qui, au cours du XVIe siècle, met en scène des théologiens espagnols qui vont s'insurger contre les exactions de leurs compatriotes dans les Amériques. Il n'y a jamais eu, en terre d'islam, un Lincoln, un Condorcet, une société des Amis des Noirs, cette société civile qui s'est battue pour l'abolition des traites négrières. Pour s'élever, pour effectivement se dire qu'on arrête là, on arrête l'esclavage. Le reflux de l'esclavage en terre d'islam, c'est pas très politiquement correct de le rappeler, mais c'est ainsi, doit presque tout aux ingérences impériales occidentales. Ce sont les Français qui ont forcé les Algériens à renoncer au commerce de nègres tel qu'on l'appelait à l'époque en 1848. Ce sont les Français qui ont fermé les marchés d'esclaves au Maroc. Ce sont les Français qui ont aboli l'esclavage aux Comores, région où mes parents sont originaires. Ce sont les Anglais qui ont fait pression sur l'Empire ottoman pour réduire les traites et conduire progressivement l'esclavage vers la servitude, vers l'obsolescence, Et l'Empire ottoman n'a jamais été capable de déclarer l'esclavage illicite jusqu'à sa dissolution après la Première Guerre mondiale. Comment expliquer que ce que vous dites est politiquement incorrect? Je pense que nous sommes victimes d'un tropisme rousseauiste, c'est-à-dire que nous sommes sous l'emprise du mythe du bon sauvage qui voudrait effectivement qui tend à idéaliser les sociétés qui sont aujourd'hui sous-développées. Et donc, dans ce schéma-là, le monopole du vice appartient à l'homme civilisé, entre guillemets. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, le mythe rousseauiste du bon sauvage est aussi un préjugé colonial. Oui, c'est-à-dire qu'au nom de la lutte contre des stéréotypes coloniaux, on reproduit d'autres stéréotypes coloniaux. Gabriel, oui, alors je rappelle que vous-même, vous êtes de culture musulmane, comorien, c'est ça? Mes parents sont d'origine comorienne, voilà. Moi je suis né en France. Mais je voulais simplement vous faire commenter cette phrase que j'ai trouvée extrêmement intéressante, parce qu'on est dans un contexte où, par exemple, la France insoumise racialise un peu tout, et vous dites un Libanais, un Entier ou un Asiatique de culture chrétienne, laïque, bouddhiste ou confucéenne s'appropriera plus facilement les valeurs européennes qu'un Tchétchène fondamentaliste au teint blanc. Oui, c'est pour ne pas justement tomber dans le piège de la racialisation. Aujourd'hui, on considère que la critique de l'islam relève du racisme, alors même que l'islam, évidemment, n'est pas une race, c'est une religion, c'est un système de valeurs qui a une histoire et qui peut tout à fait être critiqué. Et donc ceux qui nous parlent de racisme quand on critique l'islam sont évidemment hors sujet. Aucun biologiste n'a découvert jusqu'à présent de gènes mahométans, de chromosomes coraniques qui obligeraient les gens à adhérer à une superstition médiévale. Et j'insiste là-dessus en disant que, encore une fois, c'est aussi rendre service aux musulmans que de critiquer cette religion. Vous savez, Ernest Renan disait affranchir les musulmans de leur religion est le meilleur service qu'on puisse leur rendre, et moi j'y crois profondément. Merci beaucoup Fergan Aziari, auteur de l'Islam contre la modernité aux éditions de La Cité. Vous êtes essayiste, chroniqueur au Figaro Magazine et sur France Info TV. Je ne sais pas si vous n'êtes pas prêt demain soir entre 19h et 20h. Je rêverais de vous avoir en direct sur CNews. Je suis disponible. Alors on en parlait plus longuement. C'est rondement mené cette affaire. Rondement mené en direct sur CNews demain avec grand plaisir.